Ouais, gros, ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien, déjà pour commencer. Toujours. Bah, 2e chose, ouais, ça enfin, tout le monde va très bien. Aujourd'hui, on a l'honneur, l'invité, Monsieur Camara, que dis-je? La star des réseaux. C'est moi qui est honoré de se passer de abonnés, de viewers à invités. Incroyable, quel step up. Ouais, c'est vrai que tu as regardé des épisodes, ils ne le savent pas. Je viens de leur donner la surprise, c'est cool. Alors l'idée du jour pour donner un peu, de contexte à tout le monde, on est sur la saison 2. Cette saison, on a pour but d'inviter pas mal de personnes avec des profils assez éclectiques. De beaux entrepreneurs avec un beau passé. Mohamed aura le temps de se présenter, on va te laisser la part belle juste derrière et après on va bifurquer comme habituellement sur Wegro en freestyle, hein, parce que quand même, hein, sinon on va s'ennuyer. Donc aujourd'hui, tu es la star, tu es à l'honneur et en plus William et Baptiste, je suis sûr qu'ils vont te poser des questions parce que le parcours il est trop incroyable. Moi je le connais déjà. Mais vas-y, explique-nous tout, qui Mais tu c'est es? mais non, mais c'est surtout moi, j'ai envie d'apprendre parce que du coup, et vraiment j'ai regardé les autres, peut-être pas tous, mais au moins les trois quatre premiers. Et ça se voit que vous êtes tous des brutes, dans votre domaine, donc le but c'est d'apprendre à fond, en vrai, hein, en vrai de vrai. Mais, pour me présenter, donc moi c'est Mohamed Camara, hem, entrepreneur, depuis, 5 ans à peu près. En gros, il y a 5 ans, ça fait bizarre de se dire que c'était il y a aussi longtemps. Donc il y a 5 ans, j'ai lancé avec mon meilleur pote Chirin, une start-up qui s'appelle Uncle Jay. En gros, on mettait en relation, c'était une marketplace de sneakers reconditionnés, donc les baskets, Yeezy, Jordan et cetera. On a fait ça pendant 5 ans. C'était, une aventure, incroyable. Il nous est arrivé plein de trucs, c'était une belle expérience parce qu'on a pu recruter, on a pu faire un peu de chiffre d'affaires. On a eu de la chance, on a été pas mal médiatisés, donc on a fait kiffer mon associé, et cetera. Et on a arrêté en septembre dernier, donc ça fait quelques mois là, pour, plein de raisons, super, intéressantes. Hem et du coup là, depuis septembre, je me suis lancé sur, heu, Good Impact Agency, donc rebranding récent, où à la base, où ce qu'on fait, c'est la création de sites web et l'implémentation d'automatisation en IA pour les boîtes. Et on parle pas de petites et de mitaines pourries que vous voyez sur YouTube, hein. On parle de vraies IA. Ah ouais, ça va être intéressant. Donc là, hem, Uncle Jay, du coup, si je sais pas si tu es, OK d'en parler, qu'est-ce qui t'a, poussé à te dire: «OK, là, j'arrive à la fin d'un cycle, c'est le temps d'en démarrer un nouveau»? Ouais, non, t'inquiète, il y a aucun tabou, rien. En gros, on faisait plus assez de cash, en clair, pour être super clair. Hem, donc on faisait quand même de la croissance, on faisait entre 20 et 30 000 € par mois, sauf que le break-even, il était à 50. Et du coup, il fallait qu'on aille lever des fonds pour aller chercher les 50. Et on a on est en phase après de levée de fonds, mais on était très short au niveau du temps. Et du coup, bah, on n'y est pas arrivé. On a décidé du coup, d'arrêter. C'est aussi simple que ça. Hem, C'est intéressant parce qu'en fait, là, la majorité des gens, tu vois, ils vont raconter que le côté successful, puis après les CEO, ils disparaissent. C'est quand ils down. oui, c'est vrai. Alors qu'en fait, un échec, ça en est pas un, c'est un bête d'apprentissage qui fait ce que tu deviens, tu vois? Mais c'est parce que Tu c'est vois, la dur en vrai. Mais c'est ouais, alors moi émotionnellement, tu l'as vécu comment? ouais, C'est en intéressant, vrai, tu vois? au moment où, au moment où, on décide d'arrêter, déjà sur le coup, on décide pas d'arrêter. On dit juste: «OK, on met l'activité en pause, on va trouver une autre solution». Tu vois? Tu veux chercher les solutions absolument. Et du coup, oui, je dirais pas que tu te caches, mais si, en vrai, un peu, hein. C'est dans le sens, tu dis: «Attends, attends, je règle le problème et ensuite, j'en parle sur LinkedIn. Je règle le truc, machin». Et c'est quand le temps passe et quand finalement, bah, tu prends du recul sur la situation, voilà, tu rebondis à ta manière, que là, après, beh, tu l'acceptes, tu passes à autre chose. Et le fait d'en parler, c'est la de toute façon, c'est sûr qu'on allait en parler, mais c'est surtout le meilleur move à faire. En fait, Oui. le fait que c'est dur et qu'on se sente mal et cetera, c'est un certes, c'est normal que ça arrive, mais c'est pas une bonne chose de s'enfermer là-dedans. Parce que derrière, voilà, comme tu le dis souvent, c'est une carrière, frère. Ça veut dire, le fait que tu qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'arrête pour que quelque chose d'autre, reprenne, bah, c'est normal, en fait. Tu vois? C'est juste un nouveau chapitre, c'est pas la fin d'un livre. C'est ça qui est intéressant. Exactement, ouais.
exactement. Et tu peux le donner pour alors moi, je te connais, donc évidemment, c'est normal que tu le synthétises, mais redonne-leur un peu l'histoire. Parce que tu es passé dessus brièvement, je le sais, mais l'histoire est quand même assez folle et elle mérite d'être creusée. Ça s'est lancé comment? Quoi? Les déterminés? Uncle Qu'est-ce tu qui s'est parles? passé? Ouais, donne-nous un Ouais. petit peu la vraie vie, celle qu'on a aimée. Alors, vas-y. Mais si tu veux, si je te fais tout le process, même avant Uncle Jay, comme ça, au moins, ça tout le contexte est Ouais, posé et on peut parler, tout court et pas, à tourner à fond sur, le parcours. En gros, moi, quand j'étais en troisième, donc j'avais, 14 ans, j'ai toujours été un mec excité des mangas, DBZ, Naruto et cetera, j'étais à fond dedans et je décide de lancer un site de manga en streaming et le truc, pète. Ça veut dire qu'on fait, quand je repense aux stats aujourd'hui, je me dis: «C'est une dinguerie». On faisait entre 5 et 9 000 visiteurs uniques par jour et bon, j'ai fait ça pendant 3 ans et on avait genre 16 millions de pages vues et tout. Enfin bref, le truc était huge parce que c'était du streaming et tout, enfin forcément et ça, c'était mon genre, je voulais faire ça de ma vie. C'était mon kiff, je rentrais de l'école, je faisais que ça. C'était mon j'avais trouvé mon OK, je veux faire ça de ma vie. Ensuite, j'ai été bien aiguillé au niveau, par la conseillère d'orientation et du coup, je me suis retrouvé, à faire des études focus que sur le digital et le web. Donc j'ai eu de la chance, je suis bien tombé tout de suite. En fait, j'étais tout droit. Donc je suis rentré en DUT, c'est là que j'ai rencontré Tchérine, qui est mon frère, mon meilleur pote, avec qui on s'est assez vite dit qu'il fallait qu'on entreprenne. Qu'on monte des boîtes et cetera et en fait, on avait un peu cette sensation: «Eh, c'est bon, entre guillemets, on va quitter la Hesse parce qu'on est dans un domaine on est dans un domaine où il y a du taf, il y a de l'argent», tu vois? Donc on était content et en fait, beh, comme on dit: «L'appétit vient en mangeant». À partir du moment où on savait ça, c'était: «Ouais, mais en vrai, heu, faut bien qu'on fasse un biz à nous et pas être employé et cetera» et du coup, on s'est un peu construit un cursus sur mesure où en gros, du coup, moi, j'ai fait, hem, une licence en design, un premier master en marketing et un deuxième master en stratégie digitale et tout ça en étant développeur en réalité en alternance. Ce qui fait que ça donne enfin moi, on va dire ma force, c'est le panel de compétences qui est assez large, qui du coup me rend assez autonome, qui était à la base limité par le côté purée, mais c'est bien de savoir tout faire, mais à un moment donné, tu peux pas te multiplier et l'IA est tombée au bon moment dans ma life. Et enfin bref, du coup ça c'était pour l'avant Uncle Jay. Donc on tenait notre master. On avait lancé, 2 projets, avec, Chirin, pendant notre master et quand on le termine, on se lance sur du coup Uncle Jay qui est, à la base, on a beaucoup pivoté. À la base, c'était juste le Netflix de la basket. Donc c'est, tu payes un abonnement tous les mois et tu as accès à un catalogue des paires de basket, avec lequel tu peux switcher. On fait le truc, on lance un MVP à la base, donc on fait une landing page qui présente le truc comme si c'était disponible. On le balance sur tous les groupes. On a, 150 bêta-testeurs. Hem, avec ça, on réussit à rentrer à la station F, et en même temps, chez Les Déterminés. Donc Les Déterminés, c'est une asso, focus sur l'entrepreneuriat, qui est super puissante, fondée par Moussa Camara. Du coup, on rejoint les 2 programmes. Ça nous permet d'avancer vite, de nous rendre vite compte de nos erreurs, de vite apprendre, des gens autour de nous et de nous faire du réseau, en vrai. Hem, donc on pivote une première fois sur l'allocation à la journée, une deuxième fois sur l'allocation sur le modèle final qui est mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de paires de baskets et en parallèle de tout ça, on communiquait pas mal sur LinkedIn, ce qui nous a ramené des opportunités, notamment, Qui veut être mon associé? Hem, donc pour la saison 2, on nous a contactés pour participer. On a décidé d'y aller, même si on ne se sentait pas spécialement prêt. On s'est foiré en direct, heu Ouais. sur M6. On a foiré notre pitch, mais hem, les gens ont quand même, beaucoup matché avec le projet et avec, nous, en fait, tu vois? Et du coup, ça a participé à nous créer voilà, les gens nous ont suivis. En fait, c'est toujours facile à le dire avec le recul, mais on est super content d'avoir raté parce que ça a créé un truc très humain, tu vois? Où les gens nous ont pas vus comme, les
les start-upers, machin, qui, successful et tout. Non, c'était, les mecs qui galèrent, les mecs qui se la donnent et qui continuent, quoi. Et du coup, donc qu'est-ce qui s'est passé, après les revers de tout ça, parce que moi j'aime bien parler de la vraie vie. Ouais. C'est que sur là, les 3 premières années d'Uncle Jay, donc on a fait beaucoup de pivots et on est parti sur qui va être mon associé. C'était, beaucoup de likes et cetera pour pas tant d'argent que ça, pour très peu d'argent. C'est l'un des pièges, je pense, dans lequel on tombe, dans la startup nation au début, c'est qu'on veut vite tomber dans la boucle des likes où, Mmh. au début, on le fait parce que c'est bien, c'est important d'avoir un peu de personal branding, de se créer son réseau, mais au final, ça commence à devenir une KPI alors que ça devrait pas du tout et du coup, ça te fait perdre ton focus et nous, c'est après M6 et après, 2-3 bonnes baffes, de nos mentors qu'on a remis les yeux en face des trous, qu'on s'est concentré sur la croissance. Après, on a fait un saut à New York avec les déterminés, justement. C'était franchement, ça a tout Incroyable. changé. Le New York, ça a tout changé parce qu'on y est allé, c'était une learning expedition où on a fait, déjà on a rencontré, toutes les, grosses startups, françaises qui sont à New York. Donc ils font entre 600 millions et 1 000 000 de valo, je crois, Datadog. Hem et les fondeurs super accessibles et cetera. Les investisseurs de là-bas et on est même, enfin là, c'est l'anecdote, laisse tomber, on a été invité à la Maison Blanche par les types de Joe Biden. Tu sais, le truc what the fuck, c'était incroyable. C'est Il s'appelle Mohamed Camara, d'accord? Faut comprendre le sujet. Ouais, c'est un truc de fou et le pire, c'est que là-bas, comme ils nous parlaient, enfin bon, on racontera les anecdotes, mais moi, j'étais choqué tu sais, c'était, «Hey les gars, allez bouffer le monde», en fait. Tu vois? Mmh. C'était très, c'était pas du tout, La mentalité américaine, quoi. voilà, Très différente de la moi j'ai française. exactement. Alors qu'on était, enfin, à la Maison Blanche, quoi, chez le président, tu vois? Et hem et voilà, voilà, voilà. Ben on est revenu des States, on avait la dalle de fou, on a monté une équipe. On a fait, de la croissance. C'est là où du coup on a assez vite, atteint les 20-30 K par mois, Vous heu, avez trouvé des mais investisseurs ou pas à ce moment-là, à New York? non, enfin on a rencontré les investisseurs, mais on n'y est pas du tout allé dans une optique de levée de fonds. C'était plus, il y a un des investisseurs par exemple qui est devenu entre guillemets «notre mentor» dans le sens où, jusqu'à la fin et même maintenant il suit le truc et il répond à nos questions et cetera. Il nous a pas mal guidés sur, quoi faire d'ailleurs, sur la fin là. Il nous a donné 2-3 bons tips. C'était plus du réseau en fait, c'était plus, faire de belles rencontres et se débloquer le cerveau sur des sujets quoi. Et côté En très bref, j'ai pratique, trop parlé là. non, mais du Ouais. coup, côté très pratique, les deux trois petits tips, qu'on t'a donnés du coup à New York, est-ce que tu peux nous les partager? Alors, les baffes qu'on s'est mangées à New York. La baffe numéro un, c'est la barrière mentale. Vraiment, c'est le truc, heu, numéro un avec quoi on est rentré. C'est-à-dire, c'est fou parce que enfin, je pense que pour des entrepreneurs comme vous, ça va paraître, un peu fou, mais je pense que la plupart des entrepreneurs en France, en tout cas quand on est niveau «débutant» entre guillemets, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec les chiffres, avec l'argent, avec les sommes, dans ce sens-là. Ça veut dire que Ouais. quand on arrive aux États-Unis et que, 90 des mecs qu'on rencontre, ils font, je sais pas, on parle qu'en, 10, 15, 20, 50 millions, le seed, il commence à 3 millions là-bas. En dessous, on dit: «Vas-y, bah, va voir tes potes, va faire du love money». Tu vois? Ça te redistribue les échelles, tu vois? Et du coup, ça fait que tu te mets beaucoup moins de limites. Là où avant, je sais pas, notre goal, c'était les 10 K d'MRR. C'était ça, c'était: «Ah, si on fait ça, c'est bien» et beh, tu te rends compte qu'en fait, c'est pété. Tu te rends compte qu'en fait, je sais pas, un truc tout bête, en fait, un grec, qui tourne bien à Bondy, il fait 1 million de CA à l'année. Donc le French start-upper, qui est content parce qu'il fait son petit K d'MRR, en fait, c'est éteint et tu vois le but, c'est pas de comment dire? C'est pas de prendre la grosse tête ou autre, hein, c'est plus de ce que j'aime bien dire, c'est de faut se mettre dans les bonnes échelles. Parce que si tu es pas dans les bonnes échelles, mais tu peux pas c'est simple, mais tu te mets une barrière dans ta tête. Tu vas te contenter d'un truc qui Ouais. est pas ouf, tu vois? Heu, Hakim donc Ben Othman, il en parlait. Tu pris les Grecs, c'est marrant. C'est le fondateur de Nabab Kebab, oui, 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 heu oui. et il disait s'il devait refaire, la seule chose qu'il ferait, c'est qu'il serait, encore plus ambitieux parce que c'est ce qui a changé la donne. Mmh. Incroyable. Pourtant, on parle d'un mec qui a fait une échelle internationale, tu vois? Mais il l'a pas Ouais, été mais il a sa assez et vérité. s'il le refaisait maintenant Ouais. ouais.
et des sacrés trucs. Puis il a des histoires assez folles. Non, mais c'est un délire. Et Tu sais, un jour sur le podcast, Hakim. Si tu veux, je vais le chercher, hein. Il y a moyen. Vas-y. mais Allez. c'est là où Mais tu ouais, vas non, trouver hyper une pièce, intéressant. en fait, où c'est juste la manière dont tu penses qui te switch, Qui switch influe la ton manière dont tu comportement. travailles, quoi. Ouais. Ouais. Et j'avais une question pour toi parce que du coup, il y en a plein qui me sont venus, mais je me suis dit: «Attends, je vais te laisser dérouler tout le truc parce que ça doit être trop chiant de te faire interrompre alors que tu as ton récit Non, dans mais la tête». franchement, faites-le, c'est mieux quand on discute, les gars. Vas-y. Moi, il y a un truc, sur ton parcours où tu as enchaîné, donc tu as fait 2 masters, une licence. À ton sens, est-ce que l'expérience, on va dire théorique de ce que tu apprends à l'école, elle est vraiment très transférable sur le terrain ou est-ce qu'il y a un vrai gros gap entre les 2? Tu vois, à combien tu valoriserais, on va dire, cette éducation par rapport à ce que tu apprends sur le terrain, tu vois? Pour opposer un peu les 2 modèles du, autodidacte versus, académicien. Ouais, comment dire? En vrai, oui, l'école, il y a une grosse différence entre l'école et le terrain, ça, c'est sûr. Genre, je me souviens, quand j'ai fait mon premier stage en DUT, en 2 semaines de stage, j'avais plus appris qu'en, 2 ans de DUT, mais ça te met trop bien, l'école. Ça te met vraiment trop, trop bien. Réseau? Je sais non, 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 enfin, il y a le réseau, c'est sûr, mais en termes de compétences pures. Enfin, quand je dis Mmh. l'école, attention, on s'entend, le ça franchement, c'est à partir du bac+3 où c'était stylé. C'est-à-dire qu'on était à Sup de Pub, tu commences à rentrer dans les écoles privées et tu commences à avoir des intervenants. Ce qui fait qu'en fait, tu te manges des petits bouts d'expérience. Franchement, c'est quand on a fait le bac+3 à Sup de Pub qu'on a eu le switch de: «Purée, mais en fait, on peut monter une boîte, mais maintenant». On avait un intervenant, Romain Haas, heu, en gros, c'était notre prof du X, mais il était aussi entrepreneur et en fait il était jeune, tu vois? C'est un mec de Trappes, il avait la trentaine grand max. Ça nous a ouvert les yeux sur: «Purée, c'est possible» et surtout, enfin nous en particulier, c'est clairement l'école qui nous a quand je dis: «Ça nous a mis bien», c'est que nous, ce qu'on faisait, c'est que c'est dès le bac+3 qu'on a voulu lancer des boîtes et du coup, en fait, on avait toujours des projets à rendre. C'était toujours des projets et du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est: «Eh mais attends». On avait un projet, le projet c'était, une application, enfin bref, je te passe les détails. C'était une application et on s'est dit: «Bah attends, viens, quand il y a des projets à faire en groupe, eh ben on fait notre projet, en fait». Ce qui fait que nous, pendant enfin en réalité jusqu'au bout même, jusqu'au bac+5, en fait, à l'école, on faisait que développer notre projet avec du coup des experts. Genre, je sais pas, hem, Mmh. un truc on est rentré à la station F parce qu'on était bon en termes de MVP. On est monté MVP, on avait déjà la mentale, il faut faire du growth. Ça veut dire, il faut avoir, hem, des gens qui sont intéressés et du coup, ça prouve que tu as une capacité, un marché adressable quand ensuite tu y vas. Mais ça, c'est pas parce qu'on est des génies qu'on a pensé à ça, c'est parce qu'on avait un prof de growth qui était archi chaud, qui nous expliquait comment faire et vu que nous, on le faisait pas dans une optique d'avoir une bonne note, on le faisait dans l'optique de faire, une boîte qui marche, bah, le truc on l'a tordu à fond. Je me souviens, cours de growth, donc c'était, fallait monter une landing page, monter des réseaux sociaux et essayer de faire grossir le truc. Là où tout le monde faisait un peu un truc théorique, nous en 2 semaines, on avait chopé 8 000 abonnés sur Insta. Le truc avait pété et du coup, à la fois, c'était mortel parce que, ça nous faisait avancer sur notre boîte, mais aussi, bah, du coup, on avait des notes de fou. Je crois que, beh, ils nous avaient mis 20 ou 19, tu vois? C'était un peu le moi, je pense que l'école, c'est trop important et c'est trop bien. C'est un code de triche limite, parce que c'est de la formation, heu, que tu obtiens tôt. Par contre, beh, déjà, faut avoir la bonne formation et faut l'utiliser comme un moyen et pas juste enfin, comme un moyen de choper du savoir et pas juste, un truc pour avoir un diplôme et s'en aller, quoi. Ouais, tu en as retiré dans l'applicatif, en fait. Tu as pas juste laissé la théorie se faire. Clairement, ouais. Ouais. C'était juste un Ouais, plus. OK, En hyper fait, je me dis: «Si je m'étais mis en autodidacte dès le début, en vrai, on sait pas de quoi le monde est fait, Mmh. ça aurait été Peut-être que tu aurais eu un autre beaucoup mieux». destin et tout aussi bien ou moins bien, peu importe, tu vois? Ouais, Ouais, on sait jamais rien. vraiment. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as mis directement, en fait, un projet et on parle de ce projet, en fait, l'école a servi de support au projet et Exactement, pas l'inverse exactement. et je pense que c'est là où tu peux lier le meilleur des 2 parce que tu vas avoir des conseils qui vont être, de la part des mentors, orientés sur un projet, une vision, quelque chose que tu es en train de mettre en place. Donc OK, dans ce sens-là, c'est cool. J'espère en tout cas que mes enfants plus tard, quand ils iront à l'école, ça sera avec, un projet en tête pour le mener à bien, Ouais, comme tu as pu le faire. c'est vraiment le côté Hem, est-ce que juste vous m'entendez bien? Parce que mon casque s'est éteint, j'avais plus de batterie. ouais, Oui, il y a pas de souci. c'est good, OK. c'est good, on t'entend bien.
J'avais envie de t'emmener un petit peu sur l'IA parce que, justement, ça, c'est la deuxième étape. Donc là, tu nous as expliqué un peu Uncle Jay. Ouais. Tu arrives à la fin d'un cycle. D'ailleurs, on parle toujours enfin, souvent, j'entends dire qu'un second time founder est meilleur qu'un first time founder parce qu'il y a plein de choses que tu as, déjà expérimentées et que tu as pu, bah, corriger et mettre en place. C'est quoi un petit peu les choses que tu as fait différemment à la lumière de ta première expérience? Hem, alors, parce que c'est vrai que c'est une deuxième expérience, mais après c'est une deuxième expérience un nouveau monde, encore un nouveau modèle, en tout cas. Un nouveau modèle, parce qu'à la base c'était, bah, tu avais pas vraiment de modèle, modèle startup, donc tu crées ton modèle, tu te cherches, alors que là c'est tout nouveau. Donc j'ai l'impression quand même de repartir de enfin en tout cas j'essaye d'avoir le mood où je repars de zéro. Par contre, alors numéro un en vrai, rien que sur le choix du modèle. En clair, l'expérience Uncle Jay, enfin quand on a arrêté Uncle Jay, moi déjà j'ai passé, 1 an en vrai, 1 an à, tester plein de business et c'est à ce moment-là où clairement ça m'a où vraiment j'ai eu l'impression d'être devenu un entrepreneur. Dans le sens où c'est plus, tu prends du recul sur tout, tu deviens meilleur en strat. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a apporté. L'expérience IntelliJ m'a rendu meilleur en strat, m'a enlevé beaucoup de barrières mentales, à la fois sur l'argent, à la fois sur, bah, voilà, comment choisir, je sais pas si je suis super clair. En gros, comment choisir, le bon business model, quoi. Moi, j'ai passé 1 an à tester plein de trucs. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait, j'ai fait un début de SaaS, j'ai fait, j'étais avec des potes, sur de l'achat-revente de voitures. J'ai testé plein de business qui m'a donné du recul et de comprendre: «OK, donc en fait, ce business model-là, il a tel avantage, tel inconvénient. Celui-là, tel avantage, tel inconvénient. Celui-là, le truc pour le faire craquer, pour que ça marche, c'est ça». Concrètement, ça t'apporte des compétences aussi. Genre aujourd'hui, voilà, je sais comment, enfin je sais, j'ai quelques stratégies qui me permettent de faire du go, tu vois? Et aussi, bah, tu tiens une bonne base. Genre, bah, l'expérience Uncle Jay m'a apporté, à la fois des compétences, mais aussi voilà, un début de communauté, un début de réseau qui, sur le prochain business, bah, forcément tu peux appliquer ça, instantanément. Là où, bah, avant, vu que tu étais en train de le construire, bah, tu te débrouillais un peu plus, quoi. Je sais pas si je suis super clair dans la réponse, mais, Mmh. Ouais, tu as un là, en effet fait de levier, tu es un actif. ouais, exactement. Tu es un actif, tu as un levier et voilà, voilà, hein. J'ai l'impression que c'est la rapidité, d'exécution. Genre, tu sais, quand il y a un truc qui marche pas, tu vas pas foncer et tu sais que est-ce que tu as ce truc aussi de one thing? Genre, tu sais que tu as testé plein de trucs, Ouais. que ton focus, il est, vraiment dans un seul endroit et là, vu l'expérience que tu as connue, là, tu te dis: «OK, c'est cette agence, je vais aller droit au but et je vais aller chercher le cash, que je suis allé chercher». Clairement, ouais. Est-ce que Ouais, tu c'est vrai que ça te ouais. bah, tu apprends en fait. L'une des leçons, c'est la leçon du focus. Donc, ah, en fait, quand tu fais plein de trucs en même temps, il se passe pas grand-chose, donc focus. Un truc, purement strat, c'est, OK, faut commencer petit. Parce que ça, quand on a avancé un peu dans le business, ça nous paraît évident, mais au début, quand tu commences, c'est pas évident. Au début, tu veux faire, le truc le plus parfait possible et cetera, mais tu vois, cette mentale MVP, non, faut commencer tout petit, monter petit à petit, 1, 2, 3 use case et cetera, tu vois? C'est plein de Et ça, c'est applicable dans tous les business que tu as essayé? franchement, ouais, hein. En vrai, ouais. Ouais, Ouais, OK. en vrai, ouais, de ouf. Franchement, ouais. À chaque fois, c'est commencer petit. Même là, bah, tous les tests que je faisais, c'était des tout petits tests, hein. C'était pas des, il y a eu aucune, grosse boîte, mais c'était mental MVP. Je commence petit, je vois ce qui se passe. En fonction, soit j'arrête, soit j'appuie un peu plus. Et du coup, qu'est-ce Et que tu recherchais? Parce que là, excuse-moi, Massy, tu as Non, non, essayé vas-y. différents business models qui sont très, variés. Tu vois, tu nous as parlé d'achat-revente de voitures, Ouais. tu nous as parlé, enfin, bah, toute une de SaaS, de e-com. Ouais. Qu'est-ce qui fait enfin, c'était quoi un petit peu les trucs où tu t'es dit: «Tiens, ce désavantage, en fait, je le veux pas et c'est pas exactement ce que je cherche», qui t'a porté sur le modèle d'agence? Mais là, tout de suite, ça, c'est pas c'est je pense qu'il y a pas de bon ou mauvais modèle. Enfin, il y en a certains, des mauvais modèles, mais en gros, c'est de manière générale, c'est plus une question qu'est-ce qui match avec tes besoins du moment. Moi, je sais que ce qu'il me faut là, maintenant, c'était de la stabilité. Il fallait quelque chose de stable et mais en gardant la liberté, quoi. Parce que moi, voilà, vu que je suis dev, j'ai fait freelance, à côté et même si c'est freelance, c'est très libre, hein, comparé à du salarié ou autre. Mais il me fallait un truc où, voilà, où j'ai ma boîte à moi et je trouvais que l'agence était le meilleur compromis. C'est-à-dire, c'est stable, beh, tu génères de l'argent tout de suite, hem,
Il y a aussi moi, j'aime bien ce truc-là de contact humain. Je me suis rendu compte que je kiffais être au service des autres et ça matchait parfaitement bien avec ça fait partie des points qui, heu, qui font qu'une agence fonctionne bien. En fait, il y a aussi ça, il y a Mmh. aussi, les différences de business model et c'est quoi les avantages, enfin les unfair advantage que tu peux avoir par rapport à ce business model-là et le modèle agence, bah, ça correspondait bien à j'aime bien aider les gens, j'ai mon expertise sur mes sujets, c'est stable, ça rapporte du cash tout de suite, ça cochait trop de cases. Là où, je sais pas, bah, le e-commerce ça nécessite un peu plus, hein, de financement au début, c'est plus du Pas d'interaction. tu pas Ouais, il y a l'interaction pas d'interaction. exactement, c'est un métier c'est de la data, quoi. C'est de la data, appuyer sur les boutons, Et c'est pas mmh, stable. Du jour au lendemain, il y a un concurrent qui peut, copier-coller ta boutique et te c'est vrai. faire mal, quoi. Tu as ce truc-là, Ouais. clairement et start-up, bah, clairement, là, c'est start-up, c'est le moi, je kiffe, hein. Je suis pas passé dans l'équipe, anti-start-up. En fait, je kiffe le côté vision, le côté, ton but, c'est de j'irai pas peut-être pas dire changer le monde, mais en tout cas apporter quelque chose de nouveau et par contre, voilà, c'est un c'est un sport de Un risque. modèle plus à risque. Ouais, Ouais, c'est un modèle plus à risque où quand tu as les conditions naturelles qui te permettent d'y arriver, tu as plus de chances de le faire. Parce que c'est tu ça. peux te planter. Mais quand tu as des responsabilités personnelles, une famille, un loyer, Mmh. des choses, il faut savoir que quand tu pars sur le modèle startup, tu y vas pas pour faire du cash, tu vois? Tu y vas pour faire un énorme exit et essayer de révolutionner quelque chose avec 1 de chance que ça marche. C'est C'est ça, vrai que c'est différent. c'est ça Ouais. et le truc, c'est que même si tu prends pas en compte spécialement le risque parce que tu y crois à fond, c'est même le côté, peu importe le risque, pour arriver à ton objectif, beh, il va falloir que tu charbonnes pendant, bien 5 ans en espérant qu'au final tu ressortes à quelque chose. Parce que avoir levé des fonds, et cetera, c'est pas le succès, concret au final. Non. Mais juste, des étapes sur le chemin. Et ça pareil, c'est un truc que c'est aux States concernant les 7 bars, c'est qu'on a compris c'est fou de se dire ça, mais au bout de 4 ans, on a compris les règles du jeu. C'est c'est le l'un des gérants la French Tech à New York qui nous avait dit ça. Il nous a dit: «Les gars, vous pouvez pas jouer sans connaître les règles du jeu et les règles du jeu de la startup, c'est simple, c'est tu te launches, tu essaies de faire de la croissance au aussi fort, aussi vite que possible et tu exites. Le but, Agressif. c'est d'exit». Tu vois? C'est ça la Ouais. la KPI de croissance et tout ce qui se passe avant l'exit, c'est, bah, tu pas encore gagné, tu vois? Ouais. Pour toi start-upper, donc toi entrepreneur, ce qui est bizarre sur le modèle startup que peu comprennent, mais qui est pourtant, assez évident une fois que tu l'as vécu, tu vois? Que tu le connais, c'est qu'en fait, tes clients ne servent pas tes intérêts, c'est tes investisseurs qui sont ta vraie target, in fine. Du coup, tu as toujours le cul un peu entre 2 chaises. D'un C'est vrai. côté, tu es là et toi, tu sais que c'est les invests qui vont te rincer si tu as envie de faire un truc qui marche et de l'autre côté, tu as besoin de ces clients-là pour le projet et tu es un petit peu tiraillé entre les 2, ce qui est assez difficile quand tu as une situation où, bah, il faut sortir du cash. Parce qu'une startup, ça sort pas de cash flow, excessif. L'idée, c'est de réinvestir pour aller, «hyper croître» entre guillemets. Clairement, ouais. Non, clairement. Après, ouais, comme tu as dit, pour le préciser, c'est pas que les startups font pas de cash. C'est plutôt que Non, le concept même, c'est qu'à la base, tu es censé faire un truc qui 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 mérite que tu mettes plus de cash que tu en fasses. Peu importe combien tu en fais, ouais, il mérite que tu en mettes plus de cash que tu en fasses parce que ça croît tellement vite que, beh, il faut aller chercher cette hyper croissance, quoi. c'est ça Mais c'est vrai et que donc c'est pas très clair. Faut le vivre mmh. pour que ce soit clair parce que, bah, déjà, c'est pas clair quand tu fais tes recherches. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde aussi a des définitions différentes. C'est pas tout le monde qui, voilà, qui est raccord avec la réalité et du coup, bah, tu es obligé de te casser les dents pour capter, quoi. Ouais, il y a aussi le truc de quand tu lèves beaucoup, parfois tu as un peu une image, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, c'est difficile d'assumer qu'en fait, ouais, tu as levé d'IM, mais tu as R. Tu es ressorti, tu as eu juste de Mmh. l'XP et c'est une très, très bonne XP, mais le problème, c'est que les gens, en fait, vont sous-évaluer cette XP en se disant: «Bah, en fait, je redeviens nobody». C'est comme ça qu'ils le vivent, tu vois? Mais Ouais. en fait, non, tu es pas nobody, tu es toi. On s'en fout et d'ailleurs, tu as rien à prouver à personne, tu vois? Encore Non, une c'est fois de vrai. plus et c'est là où, en fait, on a beaucoup de fondateurs de startups qu'on voit disparaître du jour au lendemain. C'est dommage. C'est dur, hein, en termes d'ego, je pense que Mmh. c'est dur, hein, parce que Ouais. nous encore, en fait, tu vois, on a toujours dit la vérité et dit quand ça marchait pas. Mais imagine, tu es dans le show off H24. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien, ouais, c'est bien et du jour au lendemain, ça marche plus. Ah!
Tu vois? Le mec, c'est l'effondrement là. Sa vie ne veut plus rien dire. La dissonance. Alors qu'on a toujours dit quand ça marchait pas. Alors imagine! Surtout que vous aviez une pression médiatique, vous. Parce que toi, tu avais le média qui, en plus, était assez bien «portant», entre guillemets, tu vois? Ah oui, la Donc, sortie oui. quand tu es visible, c'est encore plus dur dans ton cas. Parce que, Ouais. bah, évidemment, tu es porté et tu es encore plus visible. Donc, plus tu es exposé, plus tu vis le truc en mode: «En fait, c'est huge». Mais en vrai, c'est pas vrai, tout le monde s'en fout. Comme tu es venu, comme tu disparais. Exactement, les gens, ils s'en foutent et en plus, en vrai, tranquille. Franchement, tranquille. Ouais. Les gens sont super, enfin, on se monte la tête vite, hein. Ça, de toute façon, c'est l'humain. On se monte vite la tête, on pense que tout le monde pense à nous, que tout le monde veut au contraire, les gens sont super, enfin, en tout cas, hein, c'est le retour que j'ai du monde, c'est qu'en vrai, la plupart des gens sont bienveillants et ils sont, au contraire, ils sont admiratifs quand même de: «Ah purée, comme tu as fait», tu vois? Après oui, tu as toujours 2-3 frustrés, mais c'est vraiment pas la majorité. En vrai, le frustré que tu vas avoir, il a jamais rien fait de sa vie, hein. La plupart du temps, c'est rare qu'une personne qui est allée plus loin que toi te critique. Mmh C'est mh. toujours une Ouais. personne qui est, quelques étages en dessous, qui te dit: «Ah moi j'aurais pas fait comme ça». Ouais, mais fais déjà, prouve prouve que tu peux arriver à cet étage-là et après on discute. Tu sais, il y en a trop des comme ça. Ouais, c'est Hem, du coup, ouais, j'ai pas mal de questions pour toi, mais on a un temps qui est limité, donc je vous Vas-y. propose les gars qu'on aille un peu sur le thème de l'IA. OK. Parce que du coup, tu pars de cette expérience startup, tu analyses les différents business models, tu dis: «Tiens, l'agence, c'est celui qui coche le plus de cases par rapport à la notion de stabilité, par rapport à la notion de cash flow, tout ça et par rapport au contact humain aussi». Parce que Mmh. c'est, la fameuse jauge de kiff, tu vois, qui est importante de peu importe le business model, tu vois? C'est important d'y trouver du kiff et que ça aille dans le sens de tes unfair advantage. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais? Donc là, sur l'IA, si tu zoomes un peu dessus pour que les OK. auditeurs comprennent et ensuite nous parler un petit peu, parce que l'IA, c'est quand même un sujet qui est hyper brûlant, aujourd'hui. Mmh. Un peu avoir ta vision, tes insights, ça serait intéressant dessus. Du coup, c'est une agence triple A. Est-ce que ça vous parle les triple A? Donc agence triple A, donc c'est AI Automation Agency. En gros, c'est aider les boîtes à mettre en place de l'automatisation et de l'IA pour aller plus vite. Aujourd'hui, si j'essaye de faire un pitch, sur le marché, en gros, aujourd'hui, tout le monde sait que l'IA, c'est surpuissant et ça permet de gagner du temps, donc de l'argent et cetera. Mais comme c'est tout neuf, les boîtes ont du mal à, voilà, l'intégrer dans leur boîte et le but Phase d'une agence d'innovation, quoi, la courbe de l'adoption. exactement. Et du coup, le but d'une agence d'automatisation en IA, c'est d'accompagner ces boîtes-là, pas sur de la formation, pure et dure à utiliser ChatGPT, non, mais en leur mettant en place des process automatisés et boostés à l'IA pour gagner du temps. Des exemples super concrets, hem, par exemple, mon tout premier client, c'est, un mec qui a une boutique de sneakers, et qui passait, un temps fou à, comment je peux le faire de manière super simple. En gros, on lui fait gagner du temps sur son process. À la base, il perdait, peut-être, hem, 2-3 heures par jour sur, la gestion de son process, de gestion de pair, catalogue, synchronisation d'un peu tout et nous, avec les automatisations, on a fait en sorte que ça prend, quelques minutes et Il le fait un but effet d'échelle, il a pas besoin de recruter, il a pas besoin de faire plein de choses, en fait, ça vient en suppléant. exactement, exactement. OK. Donc du coup, c'est vraiment aider les boîtes à implémenter, des process, automatisés avec de l'IA. D'ailleurs, je dis avec de l'IA, mais en réalité, l'IA, c'est en option. C'est, le but, c'est d'y aller enfin, c'est en option. C'est souvent pertinent, mais, le but, c'est pas de, heu, les gens cherchent pas à avoir de l'IA, en fait. Les gens cherchent avant tout à, aller plus vite et souvent, grâce à l'IA, en fait, il y a des choses qui étaient impensables que tu peux très bien faire, maintenant, quoi. Je sais pas si Ça me fait c'est super penser à un ouais, ouais. En fait, en gros, tu leur fais gagner du temps et peut-être même économiser de la ressource humaine du coup, parce c'est que des bon. tâches qui prennent longtemps à faire par un humain, tu peux lui faire économiser de la ressource humaine. J'ai vu un Américain sur LinkedIn, ça m'a fait rire. Sa bio, c'était donc, tu sais, le mec, il mettait le truc en avant sur l'IA. Il disait: «Je mets des gens au chômage for a living». Tu vois? Et je me suis dit: «Ah ouais, c'est osé quand même». Ouais, c'est vrai. Heu, mais ouais, Ma donc vision juste, là je te coupe, ma vision juste, le petit détail sur ça, c'est que je me dis: «En vrai, oui, certes, on fait en sorte que la personne, elle s'économise des recrutements», mais je pense, ça c'est ma vision, je pense qu'en fait, le mec va pas s'économiser des recrutements. Au final, il va juste vouloir croître plus vite et il va recruter 2 personnes Ouais. et on va faire le travail de 4 quoi, mmh, au final. ouais, c'est ça, c'est que En ça va fait, lui c'est donner, un meilleur vas-y, levier. Ouais, exactement. et recruter sur des, enfin mieux recruter par exemple ou payer un mec plutôt,
est player, parce que le budget qu'il alloue pas ici, il peut l'allouer sur un autre poste beaucoup plus stratégique. Hem, Là, l'IA, du coup, c'est vrai que c'est un thème qui est hyper brûlant. Selon toi, c'est quoi un peu les choses qu'on peut faire aujourd'hui que la plupart des gens n'utilisent pas? Je sais qu'il y a les agents IA, il y a tout un tas de trucs qui sortent rapidement, mais là, les gens sont encore à faire un peu des prompts, un peu une requête Google sur un chat GPT, tu vois? Ouais. C'est quoi un peu les choses qu'on peut faire aujourd'hui dont les gens ne se rendent pas compte? C'est dur à en fait, le truc, c'est que le champ des possibles, il est super large. Ce qui fait bon, je prends des exemples super concrets parce que moi aussi, j'aime bien quand c'est super concret. Bah, par exemple, en ce moment, je suis, à l'étranger, en Arabie Saoudite et hem, la manière dont j'utilise l'IA pour, aller plus vite, dans des trucs tout bêtes, c'est que je me suis fait un GPT, donc en gros un prompt, «sur mesure» entre guillemets. Hem, qui va, je l'appelle El Negociator. C'est qu'en gros, quand j'arrive dans une boutique ou autre et que, le mec me propose un prix, beh, je demande avec, ce GPT qui est optimisé, qui a une idée des prix, moyens et cetera, si je suis en train de me faire enfler ou pas du tout, tu vois? Ouais, Non, Tu vas cartonner au Maghreb. énorme. tu vois? Et du coup, ça Ils le détestent. Mohamed dans tous les souks. El negociatore. tu vois? Ça, c'est en fait, moi, la manière dont je pense le truc, c'est que de manière générale, l'IA et GPT pour être, plus précis, enfin les IA, conversationnelles, Génératrice. c'est comme d'avoir un un mec qui sait plus ou moins tout avec toi et qui est pas flemmard. C'est-à-dire que tu lui demandes, il va aller bosser dans tous les cas, il va aller chercher les infos et là où ça je peux faire ça moi-même, ça veut dire aller chercher sur Google, puis comparer les différents sites et cetera et cetera. Ça me prendrait un temps fou. Le but, c'est de compresser ce temps-là et faire en sorte qu'avec quelques infos clés, ça fonctionne. Un autre GPT que j'ai fait, c'est, au resto. Les menus ici, souvent, ils sont full en arabe et du coup, je me suis fait un petit GPT où, j'envoie la photo du je prends en photo le menu, je l'envoie au GPT. Au GPT, je lui ai donné, déjà, il me traduit le menu et je lui ai donné, mes goûts. Tu vois? Je lui ai dit: «Ah, ouais, moi, j'aime bien ci, j'aime bien ci, j'aime bien ci, j'aime bien ça» et du coup, il me fait une reco, OK, voilà ce qu'il y a sur la carte, voilà ce qui devrait te plaire et regarde le rapport qualité-prix. Tu vois? Il me fait la conversion directement en euros pour que je me fasse une idée et du coup, voilà, ça me fait gagner, un peu de temps et le j'ai donné des exemples concrets parce qu'en réalité, le champ des possibles, il est infini. C'est juste te dire, Ouais. tu peux, faire de manière enfin, compresser le temps, c'est beaucoup lié au temps, moi, selon moi, compresser le temps sur des tâches, qui pourraient, être, voilà, fastidieuses et ça te change En gros, le il y a des choses du coup qui étaient impensables que maintenant tu peux faire à la chaîne, quoi. Là où j'avais envie de t'emmener un peu, c'était sur, un peu les agents GPT où ils sont autonomes dans la réalisation de plusieurs tâches. Parce Ouais. que là, ces use cases-là, ils sont super intéressants, que tu les aies paramétrés. C'est en mode: «Là, j'ai ce problème, comment tu m'aides à le résoudre maintenant?» Mmh. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu crées un ensemble de tâches plus ou moins complexes et que tu as une IA qui réalise des tâches à la suite, enfin pas qui s'auto-prompte, mais tu vois, qui a Ouais, une certaine autonomie par rapport à une complexité. ouais. En fait, tu as 2 choses. Donc tu as les workflows et tu as les agents IA. Un workflow, c'est, une automatisation, via Make ou NVTen. En gros, c'est, tu as un process qui est super clair et de A à Z, tu vas juste appliquer toutes les tâches, automatiquement. L'exemple concret, c'est du coup, le mec qui a sa boutique de sneakers, qui passait un temps fou à remplir un Excel, définir le prix par rapport à ce qu'il avait, en tête par rapport à ses dernières ventes, mettre, à jour son Shopify et cetera. Nous, on a tout automatisé. Ça, c'est un workflow. Donc c'est, il a un Airtable, il note la paire, il appuie sur un bouton, tout arrive sur Shopify, c'est synchronisé, ça crée automatiquement, tous ses reporting qu'il va envoyer, à sa compta et cetera. Donc ça, c'est un workflow. On a défini toutes les étapes. On a fait en sorte que maintenant, il appuie sur un bouton et tout déroule. Et il y a certaines étapes qui sont gérées via IA parce que, tu veux, dans son cas, lui, en particulier, c'était tu veux pouvoir faire une estimation super claire de à combien racheter la paire, par rapport à, heu, un set de données, des dernières ventes. Bref, donc ça, c'est un workflow. Ensuite, tu as l'agent IA où là, vraiment, c'est le GPT dont je parlais, plus tôt, sauf que lui, il peut faire des actions. Ça veut dire que tu vas avoir un agent IA qui va être spécialisé dans, allez, on n'a pas encore fait, hein, des agents IA pour des clients, mais qui va être spécialisé dans, ah si, plus je mens, on est en train de faire ça en ce moment. En train de générer des slides.
Donc en gros, bon, je ne vais pas dire le nom du client, et cetera, mais en clair, il doit faire des propals pour des clients, OK? Régulièrement. Le but, c'est de faire un agent IA qui, à partir du transcript de la discussion avec le client, à la fois générer une trame, proposer des idées et générer ou en tout cas remplir le template de slide, qui a été paramétré plus tôt. Ce qui fait que cet agent-là, lui, il est vraiment entre guillemets «autonome». C'est pas un workflow qui suit de manière bête et méchante. C'est qu'on lui dit: «Je veux ça» et il fait une suite d'actions de manière autonome pour arriver au résultat. Du coup, tu arrives avec des propals sur mesure qui sont faites toutes seules. J'aime pas dire toutes seules, mais qui sont faites, à 80 Sur de manière sur la automatique. base d'un R1 avec transcript, quoi. Ouais, voilà. Exactement, exactement. Avec 2-3, faut toujours un truc qui est très important de comprendre, je pense que ça, c'est les trucs selon moi, hein, selon moi, les erreurs du début, c'est de penser que l'IA va tout faire à ta place. Faut Ouais, pas faire confiance aveuglément, en tout cas avec l'IA aujourd'hui. Ça veut dire que, déjà, moi, je fais toujours en sorte que ça parte de la data qui vient de chez toi, OK. et deuxièmement, faire en sorte que tu aies des «checkpoints» entre guillemets. Ça veut dire que c'est pas tu lui balances le transcript et il te sort une slide. Non, tu lui balances le transcript, il te sort un un, un résumé déjà, pour être sûr que c'est déjà bon. Tu check, tu valides. Ensuite, il te sort, un plan. Tu check, tu valides. Ensuite, il te brainstorm, hem, il te sort des idées de propals à faire. Ensuite, tu valides. Tu aimes bien le mettre comme un exécutant et toi, tu restes le stratège. Exactement. Parce que souvent, OK. tu le vois, c'est déceptif, même quand tu vas utiliser des SaaS de manière générale, un Gamma ou autre, beh, c'est déceptif parce que tu Ouais, veux c'est tout pas faire ouf. tout seul, tu lances le truc et au final, c'est pas si ouf que ça. Parce que c'est normal, en fait. Enfin, en tout cas aujourd'hui, hein, faire totalement confiance à l'IA, enfin, voilà, c'est souvent décevant. Et je pense, moi, d'ailleurs, que les 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 agences d'automatisation en IA, là, ça va prendre vraiment des parts de marché aux SaaS. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait concrètement, si je devais résumer en 2 secondes, c'est qu'on fait des SaaS sur mesure pour les boîtes Ouais, et que grâce à c'est l'IA, incroyable, hein. c'est devenu, financièrement accessible. Parce En que fait, si on donne des cas concrets dans des entreprises qui aimeraient te contacter et qui pourraient être des auditeurs, ouais, le mec, il oublie jamais de vendre. En vrai, potentiellement, moi, je pense que le COO, Chief Operation Officer, c'est un métier remplaçable à 100. C'est une vision que j'en ai parce qu'en fait, il fait juste de l'analyse de données, il prend des décisions et en fait, il les fait moins vite et moins bien que l'IA si on est capable d'aller lui donner la bonne data, encore une fois de plus. Donc ça, c'est un truc qui est faisable. Je pense que c'est un agent qui devrait péter. Deuxième sujet, je pense aussi un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a aucune entreprise qui devrait pas voir l'IA comme un levier. En fait, chaque collaborateur, il devrait avoir son partenaire, tu vois? Comme si, en fait, il avait il a son poteau qui, en fait, lui permet de devenir meilleur et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que la majorité des boîtes, elles voient l'IA comme un truc de remplacement, mais en fait, ça c'est juste un truc de soutien qui permet de sublimer les potentiels. Après, c'est ma vision, tu vois? Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. je suis d'accord à fond, Je c'est Iron Man, quoi, c'est l'armure. Ouais, c'est Jarvis. L'armure et tu vas plus vite, ouais. Exactement. Toi, c'était mon fantasme quand je voyais Iron Man, je disais: «Un jour, on aura ça, ça va être charmé». Tu vois, tu vas avoir ton truc, ton assistant, et ouais, c'est un peu ce qui est en train de se passer et d'ailleurs, ça m'amène sur une question. Aujourd'hui, je pense que tous ici, on utilise pas mal l'IA au quotidien, donc on lui parle beaucoup. Du fait de beaucoup lui parler, est-ce que l'IA, elle se module aussi un petit peu à nous, tu vois? Et j'ai l'impression Ah, que, par exemple, quand je lui demande d'écrire des posts ou des trucs, tu vois, pour moi, elle a quand même bien capté le ton, mon identité, ce que j'aime ou autre. Donc au final, est-ce qu'il y aura pas autant d'IA, entre guillemets, dans l'application, autant de Jarvis, tu vois? Genre mon Jarvis est différent du Jarvis de Baptiste, de ton Jarvis ou, de celui de Massy, où l'IA tend à s'uniformiser? Je ah, c'est Massé qui a dire quelque grave chose? bonne question. Ouais, j'allais te poser en fait, est-ce que William, juste pour, bien comprendre, parce que je pense que c'est super intéressant. Toi, ce que tu veux dire, c'est qu'au final, elle te fait rentrer quand même dans ta bulle parce qu'à force de te comprendre, elle te donne ce qui te plaît. C'est ça ou pas? Exactement. Est-ce OK. que en fait, la question que j'ai dans ma tête, c'est est-ce que l'IA, c'est quelque chose qui va tout uniformiser et faire en sorte que tout le monde écrive un peu de la même façon, tout le monde pense un peu de la même façon? Ou est-ce qu'au contraire, en la modulant avec les prompts que tu vas lui faire, les indications dans ça, j'aime pas, au final, on va tous avoir une IA qui est un peu le reflet, l'extension de nous-mêmes? Moi, je suis Je sais clairement pas si c'est clair, je sais ouais, non, c'est super clair. Si, Moi, c'est grave clair. c'est le
c'est l'option 2. Ça veut dire que c'est le en fait, enfin, en vrai, il y a un écart qui se crée entre, du coup, ceux qui promptent bien et ceux qui le font moins et j'espère et j'imagine qu'avec le temps, on pourra atteindre ce résultat même sans savoir bien prompter. Comme là, tu l'as dit, par exemple, bah, par exemple, sur ChatGPT, l'historique, il fonctionne bien. Ce qui fait qu'il récupère tes datas et il en apprend, sur les prochaines. En gros, oui, clairement, tout l'intérêt de l'IA générative de manière générale, c'est justement la customisation. Genre, c'est l'erreur de débutant si tu demandes un post LinkedIn à ton GPT et qu'il te sort un truc qu'il a sorti à 50 autres personnes, c'est que tu as pas été bon, c'est que tu es au début, tu vois? Tout l'intérêt, c'est justement que de l'IA générative, c'est que ça peut faire des trucs sur mesure parce que tu l'as bien contextualisé. C'est qu'une question de contexte. Donc ouais, pour moi, clairement, plus ça va avancer et plus les gens seront bons là-dedans, plus ça va vraiment juste fortifier les gens, les rendre encore On plus peut faire une IA d'une IA? Est-ce qu'on c'est-à-dire peut faire 2 agents GPT pour qu'ils apprennent l'un à l'autre et devenir meilleurs, comme ça on a une version augmentée? ouais, enfin, oui, clairement et même là, toutes les automatisations dont je vous parle, c'est pas un agent, c'est pas, il y en a plein, hein. En fait, il y en a un qui est spécialisé sur ça, l'autre sur ça et après ils communiquent entre eux, entre guillemets. C'est ça qui est C'est ouf quand même. ouais, C'est un truc de ouf. Et en termes d'IA, parce que là, moi, j'utilise principalement, ChatGPT. Je t'avoue que je me suis pas trop essayé sur DeepSeek, sur les autres. OK. Toi, dans le cadre de ton agence, est-ce que tu es amené à croiser plusieurs IA entre elles ou est-ce que tu as une IA que tu préfères un peu par rapport aux autres? Comment tu vois les choses du point de vue pro, de l'IA? Heu, bon, moi j'aime bien dire, que je suis pas un expert, mais et que de toute façon il y a pas d'expert pour l'instant. Enfin, je trouve que c'est présomptueux de s'appeler expert, le truc a 2 ans. L'expertise c'est vraiment long. Mais, de ma petite expérience, bon ça va un peu, enfin bref, ma petite expérience, je passe maintenant à 90 qu'avec, GPT, ChatGPT. Au Parce final? que OK. à la base, et j'avais eu cette discussion-là en plus avec, un autre entrepreneur dans l'IA. Il m'a dit la même chose et les mêmes conclusions. En gros, moi j'ai testé tout, hein, bien sûr, donc Gemini, Claude, DeepSeek, j'ai pas encore eu le temps et tu as toujours des effets d'annonce et tu as toujours des momentum où, hem, telle IA est beaucoup plus puissante qu'une autre, OK? Et que ChatGPT et cetera. Ils perdent souvent leur place. Ça bouge tout le temps. Toutes les semaines, il y a un truc qui bouge et cetera. Le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'au final, en termes de features, pour l'instant en tout cas, ChatGPT avait toujours un temps d'avance. Ça veut dire que peut-être que pendant 2 3 semaines, tu as, un acteur qui va sortir un truc super stylé, qui va prendre de l'avance sur les autres. Mais, ensuite, le ChatGPT en tout cas jusqu'à maintenant, ChatGPT rattrape toujours le retard et au final, tu te sens un peu bête, d'être parti à côté. Du coup, maintenant, je suis de manière OK. assez récurrente, j'utilise que ChatGPT, mais là, je vais dire en perso. Là, je pars en perso. Ensuite, dans les automatisations, donc ce qu'on met en place pour le client, là, c'est vraiment c'est du sur mesure. C'est en fonction de la tâche. Là, faut surtout pas être bête et méchant. C'est OK, par exemple, si, ce que je dois faire pour toi, ça demande plutôt un gros effort, je sais pas, de réflexion ou de calcul, je vais plutôt passer sur, telle IA parce qu'en ce moment, ça fonctionne bien et aussi ça pareil, c'est des choses qu'on n'a pas encore mis en place, parce que les projets étaient pas assez, ambitieux pour ça. C'est le fait de mettre des backups. Parce que parfois, tu vas avoir, GPT qui va planter pendant un moment. Et si ton automatisation, elle est basée que sur et beh, quand ça plante pendant, 24 heures, bah, pendant 24 heures, ton automatisation, elle marche pas. Et du coup, ce que je compte faire, je vais le faire, je pense, sur un prochain projet, c'est mettre un backup où du coup, tu tu testes avec, GPT et si jamais pour X raison ça ne fonctionne pas, je refais la même chose mais avec un Claude ou autre quoi. Claude, ça s'installe en local? La version DeepSeek ou pas du tout? Non. En tout cas, à ma Tu connaissance, vois, DeepSeek, ça peut être intéressant parce que vu que ça s'installe en local, ça prend le relais. clairement, ouais. Ouais, Beh, je rentre dans des délires, mais ouais. désolé. Ouais, non, non, mais t'inquiète, que ce soit C'est DeepSeek ou Llama, ouais. c'est que, DeepSeek, j'écoutais, je sais pas si tu suis All In, tu sais le podcast, américain là où c'est, que des énormes grosses têtes et justement ils ont fait tout un pod, sur, DeepSeek OK. et ils disaient qu'en fait quand tu, demandais à DeepSeek: «Ouais, mais quelle IA es-tu?» DeepSeek il te répondait que c'était ChatGPT. Ah oui? Tu sais, il y a tout un débat, tu vois? Parce qu'ils ont fait un gros effet d'annonce DeepSeek en mode, ouais, pour avec 6 millions de budget, en gros, ils ont fait une meilleure IA que, ChatGPT et que OpenAI qui en fait, OpenAI avait des billions and billions, tu vois? Et en gros, ils ont copié un peu le ChatGPT sur pas mal de choses. Ils l'ont mis en open source parce que c'est ça aussi le gros sujet, c'est que, c'était pas open source, OpenAI Ouais. et alors que ça s'appelle OpenAI d'ailleurs, c'est drôle.
Ils ont mis du coup DeepSeek en open source et je pense que du coup on va assister aussi à une croissance au niveau de l'IA parce que tu as tous les mecs un peu geeks et fans de ça qui vont avoir accès à l'open source et qui vont pouvoir développer Ouais. plein d'IA, plein de produits et d'extensions de ce truc. Donc, je pense qu'on est vraiment encore aux prémices de ça Mais vraiment, c'est le et tout début, là. ouais. Et c'est le tout début. Et ce qui est drôle, c'est que c'est quand même, je trouve que l'adoption de l'IA, elle est plus rapide que par exemple l'adoption qu'on avait eue d'Internet dans les années 90. Il y a quand même des gens qui adoptent plus vite le truc. Et moi, ce qui m'a fait le déclic, c'est mes beaux-parents qui ont à peu près la soixantaine, tu vois, OK. qui se servent grave de ChatGPT tout le Incroyable. temps, en fait, plutôt que Google. En gros, ça a remplacé Google et bah, pareil, tu vois, enfin, ils font pas peut-être pas les meilleurs prompts pour obtenir les résultats, mais ils ont le réflexe de se dire ouais, je préfère demander à Chat Ouais, mais c'est qu'à incroyable ce Google. truc-là. C'est incroyable. Après, c'est Ouais. parce que en fait, enfin, je sais pas vous, mais en fait, la techno, c'est tellement une avancée folle que je crois que c'est pour ça que la courbe d'adoption, elle est, en tout cas, plus efficace que les autres. En fait, je sais pas vous, mais moi, je ne v j'arrive plus à me souvenir c'était comment quand il y avait pas. C'est vrai, hein. Et Bah, c'est normal, t'es dans toutes les tu dans tous les matins, toi. ouais, non, Ah pas ouais. vraiment dedans, mais quand même, tu te dis: «Mais purée, mais genre, ah, je devais faire ça tout seul avant», tu vois? C'est vraiment Ouais. comme, ouais. Enfin bref. Et Moi, je quelle pense que est les gens, ta qui l'ont pas encore perception goûté pardon, vas-y. J'allais te dire les gens qui l'ont pas Non, non, encore vas-y, parce goûté, que ils se rendent pas compte à quel point, en fait, c'est game changer. Mais Et c'est ça qui clairement. est dur dans l'adoption, c'est qu'en fait, ils devraient tous le faire, sans exception. Après, et en fait, il y a tellement oui, de use cases possibles. En fait, je pense que le truc aussi, c'est qu'il y a tellement de use cases possibles avec l'IA que les gens n'ont pas encore assez d'imagination pour voir que ce qu'ils sont en train de faire là, en fait, non, mais une IA peut le faire. ouais. Non, mais en fait, une IA peut t'aider dans la tâche de production. Parce qu'il faut se dire que c'est tellement un potentiel qui est illimité. Genre, tu sais, quand tu es devant ChatGPT, genre, tu sais, tu as juste un fichier texte et la plupart des gens ne savent pas quoi demander. Et c'est là où, tu vois, la vraie intelligence, c'est pas d'avoir les bonnes réponses, c'est de poser les bonnes questions.